d'abord, c'est ce que j'ai dit à mes soldats. En les libérant, je leur ai dit, faites attention de prendre avec vous le sentiment de solidarité que vous avez ici vers l'extérieur et de ne pas amener l'extérieur vers vous. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire fi au débat, tout simplement de ne pas rentrer dans les débats. Et oui, c'est Bibi, seulement Bibi qui est responsable et que lui, où les débats, c'est tout est responsable sauf Bibi ou ce genre de choses. Et je pense que tout le monde a compris, d'abord, que la droite, au niveau idéologique, avait raison pendant des années. Et tout le monde a compris que la gauche avait raison sur énormément de choses au niveau de, personnellement, sur Benjamin Netanyahou, sur sa responsabilité, sur la responsabilité d'autres personnes. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slaman. Nissim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour, comment ça va? Eh ben nous ça va et on espère que chez vous aussi ça va parce que on s'était habitué à vous voir ces 2 derniers mois, enfin ces 75 jours, derniers jours en uniforme de Tsahal, de réserviste de l'armée israélienne. Vous avez été visiblement libéré, c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière. Mais je voudrais en profiter justement. Alors je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes membre du Likoud, mais je voudrais avoir votre sentiment. Est-ce que effectivement ce passage de l'environnement militaire, de la guerre, des combats à la vie civile que vous avez effectuée ces 2 derniers jours, eh bien, a été difficile parce que, eh bien, il y a une sorte de dissonance entre la cohésion qui règne au sein de Tsahal, dans les rangs de l'armée israélienne, pendant les combats entre tous les soldats, et ce qui se passe à l'arrière, qui commence à ressembler à une forme de polémique, de multiplication de débats. Je dirais que j'ai été vraiment étonné de la différence. Maintenant, il faut bien comprendre, j'étais à Gaza pendant 2 mois, et à l'intérieur, on n'a pas de téléphone. On est avec des radios, des transistors, comme à l'époque, et on écrit des lettres à la famille. On ne parle pas au téléphone, on n'a pas de téléphone du tout, donc on est vraiment déconnecté. Et l'atmosphère là-bas est une atmosphère d'unité, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de religieux, de laïcs. Tout le monde est ensemble pour la victoire, et tout le monde comprend qu'est-ce que c'est la victoire. Et c'est de rester à Gaza, c'est de prendre un morceau de territoire de Gaza, pour bien comprendre aux Arabes qu'ils ont perdu. C'est la seule manière de faire comprendre aux Arabes qu'ils ont perdu la guerre, c'est de prendre un gain territorial. Et de détruire le Hamas. Tout est très clair. D'un côté, je rentre chez moi, après 2 mois de service militaire, et ce que je vois ici, c'est encore une fois les discords, la haine, et les camps, tout sauf Bibi, que Bibi, ce genre de choses. Alors qu'à l'armée, surtout chez les réservistes, le mot d'ordre, il faut virer tout le monde, en fait. Bibi, Gantz et Lapid, tous sont responsables de ce qui s'est passé au même titre. Il faut virer tout le monde, il faut une nouvelle classe de politique, il faut toute une nouvelle classe, il faut tout réformer. Et c'est ça l'état d'esprit de manière générale chez les réservistes, et je pense que pas seulement chez les réservistes. Et là, on arrive et je me retrouve comme si rien ne s'était passé le 7 octobre. Et donc, il faut à tout prix qu'on change, il faut à tout prix amener l'esprit qui règne au sein de l'armée dans Gaza. Il faut amener cet esprit dans la vie civile. Alors comment on fait ça? Comment on maintient cette cohésion dans la vie civile alors que effectivement, dans les médias israéliens en particulier, eh bien, on multiplie les débats, on multiplie les occasions de s'invectiver? Je pense que, d'abord, c'est ce que j'ai dit à mes soldats. En les libérant, je leur ai dit, faites attention de prendre avec vous le sentiment de solidarité que vous avez ici vers l'extérieur et de ne pas amener l'extérieur vers vous. D'abord, je pense que moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire fi au débat, tout simplement de ne pas rentrer dans les débats. Et oui, c'est Bibi, seulement Bibi qui est responsable et que lui, où les débats, c'est tout est responsable sauf Bibi ou ce genre de choses. Et je pense que tout le monde a compris, d'abord, que la droite, au niveau idéologique, avait raison pendant des années. Et tout le monde a compris que la gauche avait raison sur énormément de choses au niveau de, personnellement, sur Benjamin Netanyahou, sur sa responsabilité, sur la responsabilité d'autres personnes. Et au bout du compte, ce qu'il faut, c'est tout simplement qu'on crée peut-être un nouveau parti, un nouveau cadre, peut-être dans les anciens partis qui existent, de faire des changements. Mais ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas continuer. Et je pense qu'au bout du compte, les discords qui existent, et dans les médias, et à l'extérieur des médias, dans Facebook, etc., c'est le fait d'un petit nombre de personnes. Je pense pas que tout le monde fait partie de ces discords. Est-ce que j'ai l'impression que la majorité des gens sont encore dans l'unité et la solidarité? Et qu'en fait, il faut tout simplement ne pas se laisser faire par les gens qui cherchent la dispute à tout prix.
On compare bien entendu très souvent depuis le 7 octobre cette guerre à celle de Yom Kippour, et on se souvient, pour ceux qui ont lu l'histoire, que la guerre de Kippour aussi, lorsque les réservistes sont revenus dans la vie civile, ça a pris plusieurs mois aussi à l'époque de la guerre de Kippour, eh bien ce sont eux qui ont mené d'une certaine manière la campagne qui a conduit, entraîné la chute de Golda Meir, le départ, la démission de Golda Meir. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir ce même genre de manifestation, de mobilisation, c'est-à-dire que les réservistes, une fois libérés, une fois revenus à la vie civile, vont aussi se mobiliser pour faire changer les choses dans la vie politique israélienne? En gros, j'espère bien. Et j'ai déjà fait mon affiche, j'ai ma sur laquelle j'ai marqué Hello Rag Bibi, pas seulement Bibi. Un peu en jeu de mots avec le Rag Bibi, et seulement Bibi. Donc j'espère bien que c'est ce qui va se passer. Moi, dans tous les cas, j'en ferai partie de ce mouvement. Non, il faut voir. Peut-être ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps à changer. Au bout du compte, il y a un système ici qui est créé en Israël. C'est pas comme si on était une démocratie libre. Les problèmes démocratiques qui existaient avant la guerre existent toujours, sont toujours les mêmes. Et ça aussi, il faut les changer. Ça fait aussi partie du problème. Et au bout du compte, il faut trouver des solutions de conciliation entre tout le monde. Oui, je suppose qu'énormément de réservistes font des manifestations, etc. Maintenant, moi j'y serai, même si je suis tout seul, j'y serai. Mais il faut à tout prix faire un changement ici en Israël. Alors, je voudrais profiter du fait que vous étiez à Gaza pour nous expliquer, à nous qui sommes à l'arrière et qui ne comprenons pas la réalité sur le terrain, comment, par exemple, un événement tel celui qui s'est produit vendredi dernier, c'est-à-dire la mort de 3 otages qui ont été tués par des soldats israéliens, alors qu'apparemment ils avaient brandi un drapeau blanc. Comment un tel événement, un tel développement est possible? Comment on peut l'expliquer à des gens qui, visiblement, ont du mal à le comprendre? Et je parle en particulier de certains journalistes qui sont des bons donneurs de leçons, qui restent confortablement assis dans leur fauteuil et qui croient connaître mieux la réalité que celle qui est sur le terrain. Bon, d'abord, il faut bien comprendre. Ce qui s'est passé vendredi, c'est une bavure, c'est une erreur. Je dirais pas une bavure, mais je dirais c'est sûr que c'est une erreur. Ok? Il n'y a pas à expliquer les choses. Oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Quand quelqu'un tient un drapeau blanc dans la main et torse nu, on ne doit pas tirer dessus. Maintenant, il faut bien comprendre les circonstances. Et le Hamas utilise des faux civils pour attirer les soldats. On a eu plusieurs fois le Hamas qui fait sortir de ses combattants à lui, torse nu avec un drapeau blanc. Les soldats sortent pour s'en occuper et se font tirer dessus ou sont entraînés vers un endroit avec des mines, vers une zone minée. Et le Hamas, quelques jours avant, avait mis des poupées en forme de bébé qui faisaient des cris d'enfants et qui criaient en hébreu « Sauvez-nous, sauvez-nous ». Et quand on s'approche, on parle de mines, on parle d'explosifs. Donc il faut bien comprendre l'état d'esprit. Troisième chose, on parle d'une zone de guerre. Il n'y a pas de civils dans une zone de guerre. Tous les civils ont été évacués vers le sud. Tout ce qu'on voit, tout ce qui bouge est ennemi. On n'est pas dans un scénario à la Judée-Samarie où il y a des civils, des combattants, des terroristes, on essaie de faire le truc. Non. Les civils ont été évacués. Tout civil qui n'est pas été évacué, tout civil qui décide de ne pas se faire évacuer, tout simplement, ça veut dire que je suis un combattant. Donc, tout ce qui bouge se fait tirer dessus, c'est normal, ça s'appelle la guerre. Ça se passe dans toutes les guerres du monde et ça va d'après le droit international humanitaire qui permet de faire des couloirs humanitaires, qui demande à faire des couloirs humanitaires, ce que fait exactement ça, contrairement aux autres armées du monde qui ne le font pas de manière générale, et ce qui permet après tout, après de pouvoir faire des combats. Donc d'un côté, c'est une erreur, de l'autre côté, il faut bien comprendre les circonstances dans lesquelles les soldats se trouvent. Alors concrètement, je voudrais essayer aussi d'utiliser vos 2 mois d'expérience de réserviste, d'officier de réserve dans l'armée israélienne, pour essayer de comprendre, parce que là on a encore ici aussi à l'arrière un peu de mal à comprendre. L'armée israélienne a commencé ses opérations dans le nord. Très rapidement, on a dit que l'armée de Tsahal avait pris le contrôle du nord de la bande de Gaza. Mais pourtant, on est 2 mois après, on est un peu plus d'1 mois et demi après le début de l'opération terrestre, et on voit qu'il y a des poches de résistance de la part du Hamas, que dans des quartiers comme Sadjaïe, comme Djebalia, comme Bet Hanoun, il y a encore des poches de résistance et l'armée ne parvient pas à imposer un contrôle total.
Je ne parle pas encore de Khan Younes, dont l'opération a commencé beaucoup plus tard. Comment on explique cela? Comment on explique que l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, Tsahal, eh bien, ait tellement de difficultés à contrôler intégralement un territoire tel que celui de ces zones de la bande de Gaza? D'abord, il faut bien faire la différence entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Le sud, il y a une grande ville, c'est Khan Younes. Le reste, c'est plus des territoires agricoles. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Le nord de la bande de Gaza est très, très urbain. Ce qu'a fait Tsahal, en premier temps, c'est d'encercler tout le nord. Donc, de venir par tous les côtés, de traverser de l'est à l'ouest et de couper entre le nord et le sud, d'évacuer toute la population civile du nord vers le sud, de se placer le long de la mer, tout au long des frontières, et en fait d'encercler toute la partie nord de la bande de Gaza. Et après, on rentre à l'intérieur. Donc, quand on a dit que Israël a pris le contrôle du nord de la bande de Gaza, on parle en fait d'un contrôle du fait que personne ne puisse sortir ou rentrer sans la permission de Tsahal. Ce qui se passe en fait au niveau de logistique. Et en fait, c'est ça le grand problème, parce qu'au niveau du terrain, la logistique, Tsahal est responsable et empêche la logistique du Hamas de rentrer. De l'autre côté, le gouvernement fait rentrer des centaines de camions et de soi-disant aide humanitaire. Mais il faut bien comprendre sur cette histoire d'aide humanitaire, et c'est ça qui vraiment, vraiment énerve quand on voit cette soi-disant aide humanitaire. D'abord, il n'y a pas de civils dans le nord de la bande de Gaza. C'est-à-dire que tout morceau de pain, tout sac de farine qui arrive, tout camion de diesel qui arrive, c'est directement pour le Hamas et pour son utilisation. Et moi, j'ai vu pendant le cessez-le-feu, et de moi-même, comment les militants du Hamas, les terroristes du Hamas frappaient la population civile pour attraper ce qui était dans les camions et pour les empêcher d'avoir cette aide humanitaire. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, Israël fournit au Hamas une aide logistique pour pouvoir continuer les combats. C'est tellement ridicule, ça va à l'encontre du droit humanitaire, on n'a pas besoin de faire ça. Et donc c'est un grand problème. Et je pense que la meilleure manière de faire les choses le plus rapidement possible, c'est tout simplement d'arrêter cette soi-disant aide humanitaire qui va directement pour les combattants du Hamas. Chaque sac de farine, c'est du pain pour le Hamas. Chaque camion de diesel ou d'essence, c'est pour allumer et permettre au Hamas de survivre dans leur tunnel. Il faut à tout prix arrêter cela. Est-ce que vous diriez que depuis la reprise des combats, donc après le premier cessez-le-feu, eh bien l'armée israélienne est prend beaucoup plus de précautions par rapport aux civils palestiniens en raison des pressions américaines, et que cela peut mettre en danger dans certaines circonstances la vie de soldats israéliens, ou c'est pas le cas? Et c'est pas ce que j'ai vu, c'est les témoignages que j'ai de d'autres soldats qui sont plus dans le nord et qui parlent qu'on utilise moins des bombardements aériens, etc. Mais il faut bien comprendre, d'un côté, le problème des Américains, c'est les pressions américaines, c'est plus au niveau des armes et des munitions qui ne sont pas fournies à Israël. Oui. Fournies en parcimonie. Et pour pouvoir bien faire tomber des immeubles, il faut à tout prix avoir des munitions. Et si les Américains ne fournissent pas les munitions, on ne pourra pas le faire. Donc on est dépendant de ce point de vue-là des Américains. Exactement. Eh bien, Nissim Slama, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. De retour à la vie civile après plusieurs mois, après 2 mois et demi de combat dans la bande de Gaza. Merci. On vous laisse vous reposer d'une certaine manière et faire ce changement, cette transition qui n'est pas évidente entre la vie dans la bande de Gaza, la vie de combattant de Tsahal et la vie de civils israéliens à l'arrière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.